et la terre du Gers. Qui êtes-vous finalement, Renaud Camus? Mais ça ne me gêne pas d'être difficile à cerner, c'est très bien, parfait. Continue, j'accepte la plupart de ces qualificatifs. Alors, les qualificatifs réactionnaires. Ah oui, réactionnaire, j'assume complètement. J'aime beaucoup réactionnaire. Réactionnaire, c'est un mot très bien. Oui, j'aurais dû fonder un parti réactionnaire français. Et ça veut dire quoi, réactionnaire, dans votre esprit? Qui réagit, qui ne laisse pas se passer les choses sans y mettre son grain de sel, au moins, si c'est un essayiste, oui, sans dire quelque chose, oui. Réactionnaire, dandy. Un nom dandy, alors ça m'est complètement étranger, mais je vous laisse le terme, mais me donne guère de satisfaction. Je crois que l'éducation est totalement en ruine et que c'est un élément, c'est en tout cas la condition nécessaire au grand remplacement, ce que j'appelle l'industrie de l'hébétude, c'est-à-dire produire un peuple hébété pour qu'il se laisse remplacer. Pour vous, le parti remplaciste, c'est-à-dire ceux qui veut remplacer, est au pouvoir depuis des décennies, et vous affirmez que l'on voit en une génération, la mise en application de ce que Bertolt Brecht avait lui aussi théorisé, c'est-à-dire, moi je pensais que c'était au départ une boutade, Bertolt Brecht veut changer le peuple. En fait, il ne voulait pas changer le peuple, il voulait le dissoudre. C'est pas lui qui voulait changer le peuple, il accusait le gouvernement, puisque le gouvernement n'était pas content du peuple, il disait que le plus simple pour le gouvernement était de changer. C'était en effet une boutade. Dans son esprit, c'est tout à fait une boutade. Donc ça reste une boutade dans votre esprit, c'est une boutade, on n'est pas en train de changer le peuple. C'est plus du tout une boutade. Ah bon, on va regarder le peuple, il est derrière vous, il n'est pas en train de le changer. Vous descendez peu dans la rue, vous prenez peu le métro, alors si vous croyez que le peuple n'est pas en train de changer. D'accord. On va en parler, parce que vous affirmez que vous êtes révoltez-vous, et vous pensez que le sursaut est possible malgré tout, malgré le changement de peuple, malgré la grande hébétude, malgré la grande déculturation, le grand changement, le grand remplacement. On peut quand même se révolter. Je pense qu'il est possible, je pense surtout qu'il est indispensable. Je pense que avec qui on se révolte, Renaud Camus? Avec qui on se révolte? On se révolte avec tous ceux qui ne veulent pas de ce changement de peuple, qui ne veulent pas du grand remplacement. Je pense que le grand refus est très fondateur. Il y a des moments où on me reproche de ne présenter qu'un non, un refus, mais je suis très persuadé qu'il y a des moments dans la vie des peuples, comme d'ailleurs dans la vie des individus, où c'est un non qui est le plus affirmatif, qui est la grande affirmation. Je crois que le non a une force fondatrice et qu'il y a des moments dans la vie où, comme disait Saint John Perse, la vie monte au destin sur l'aile du refus. Et je pense que notre peuple est à un stade où il faut maintenant apporter un grand refus et que ça, c'est l'affirmation suprême de la volonté de vivre, d'exister, de perdurer dans l'être. On va voir ce grand remplacement, ce qu'en pensent nos amis. Ce grand remplacement, vous dites, ce n'est pas une notion, ce n'est même pas un concept, ce n'est pas une théorie, c'est une simple constatation. C'est d'ailleurs ce que vous venez de me dire. Vous n'êtes pas allé dans le métro, donc vous n'avez pas vu, constaté par vous-même. Pourtant, le Nouvel Observateur, on peut quand même considérer que les journalistes du Nouvel Observateur prennent le métro aussi, affirment que tout cela, c'est de la bouillie xénophobe. Et puis Émeric Caron, qui doit prendre le métro aussi pour aller chez Ruquier, il n'y va plus, mais évoque, lui, le grand boniment de Renaud Camus. Qu'est-ce que vous en pensez? Grand boniment? Bouillie xénophobe? Si c'est son opinion. Moi, je ne suis pas xénophobe, je suis au contraire très ardemment xénophile. J'aime beaucoup l'étranger, j'ai toujours adoré l'étranger. Quand j'étais enfant, je vivais dans une petite station thermale à Roya. Et ce qui était absolument fascinant, c'était de voir défiler la terre entière. Et j'ai toujours une grande sympathie pour l'étranger. Le malheur actuellement est qu'il n'y a plus d'étrangers. On nous dit que les étrangers sont comme nous. Il n'y a rien de plus ennuyeux que des étrangers qui seraient comme nous et nous comme des étrangers. La fusion entre étrangers et indigènes, car j'aime bien ce mot d'indigène qui dit tout à fait les indigènes, c'est nous. Et pour qu'il y ait de l'étranger, il faut qu'il y ait de l'indigène. C'est un leurre, le remplacisme, le grand remplacement dont parle Renaud Camus. Est-ce que c'est un leurre ou une évidence? Eh bien, je vous pose la question qui s'y colle. Vous me regardez, Martial, donc... Bah oui, parce que je crois. Alors dites-moi, moi, ce qui vous est demandé de faire le grand changement, qu'est-ce que vous allez nous dire aujourd'hui? Je pense qu'il y a plusieurs façons d'adresser ce que vient de dire Renaud Camus et ce concept, cette notion de grand remplacement. Une façon déjà très factuelle, très statistique, disons. Vous l'avez rappelé. Pas la même chose. Vous l'avez rappelé. Vous nous parlez du métro finalement. Votre approche est très impressionniste. On est d'abord dans un ressenti, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait d'études particulières, statistiques, démographiques, ethnographiques, juste dans une impression, dans nos rues, dans notre métro, etc. Bon.
vous avez le sentiment qu'il y a un changement de population. Très concrètement, ça correspond au fait que vous voyez peut-être plus de Noirs et d'Arabes dans le métro de Paris que quand vous étiez enfant, si toutefois vous alliez à Paris quand vous étiez enfant. Je pense que ça... Vous nous parlez d'où, là ? Vous n'avez pas vu les invasions migratoires D'où nous parlez-vous? Renaud Camus est favorable au droit d'asile, d'ailleurs, j'ai constaté, j'ai lu ça. Enfin bon, c'est pas le sujet. Non, le sujet, c'est voilà, il y a cette problématique, disons, statistique, factuelle, où là, vous avez une approche, disons, purement impressionniste des choses. Vos analyses sont par ailleurs contestées. Ça n'est pas une sorte de vérité absolue, ce que vous décrivez. Voilà, vous posez du point de vue de l'impression. Ça, c'est la question statistique. Voilà, à voir. La question après, plus idéologique. D'ailleurs, vous évoquez le terme de remplacisme. Donc c'est une idéologie. Déjà répondre à ça, non, Non, mais attendez, laissez-moi juste développer. Laissez-moi juste développer. Poser 12 questions et la question importante. Attendez, je l'aurais oublié et pourtant j'aimerais bien pouvoir y répondre. Attendez, Renaud Camus. L'autre point, c'est l'idéologie. Quelque part, le désir, la volonté des élites d'organiser cette déculturation, cette hébétude, pour permettre ce grand remplacement. C'est-à-dire c'est un vrai désir pensé, rationnel, d'organiser ce grand remplacement. Et déjà, ça me pose problème. Je ne suis absolument pas d'accord avec cette analyse, cette vision qu'il y aurait comme ça une sorte de complot, je ne sais pas comment vous l'appelez, peut-être mondialiste ou cosmopolite ou interlope, une sorte de complot, attendez, une sorte de complot qui organiserait ça. Et je finis. Et l'autre point, alors j'entends votre xénophilie. Tout à l'heure, Martial Bild vous injuriait quasiment en vous traitant de dandy, mais la façon dont vous décrivez votre xénophilie, la façon dont... Ça a été rejeté en tout cas comme qualificatif. La façon dont vous décrivez votre xénophilie, la façon dont vous avez dit que finalement c'était de l'ennui, qu'il n'y ait plus d'étrangers, c'était ennuyeux. C'est précisément le terme que vous avez utilisé. Le problème c'est quoi ? Le problème c'est quoi ? C'est que moi ça ne me dérange pas qu'il y ait des Français noirs, ça ne me dérange pas qu'il y ait des Français musulmans. Le fond... J'entends que vous n'êtes pas xénophobe, même peut-être même pas raciste, mais le fond de l'idéologie qui sous-tend votre discours est un fond qui est raciste. Voilà, on y est arrivé. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas changé. Donc, Renaud Camus, avant les autres. Alors, je vais essayer de me souvenir du début. D'abord, impressionnisme. L'impression contre les statistiques et la sociologie. Je n'ai jamais parlé d'impression, mais je parle de regard. Je crois qu'il faut rendre aux Français leur regard et la confiance à leur regard. On leur a dit depuis 40 ans, ne croyez pas votre regard. Ce qui est la vérité, c'est ce qu'on nous dit, nous, c'est-à-dire la sociologie. Je crois que la sociologie a été l'instrument par excellence du mensonge, surtout depuis 40 ans. La sociologie a été au remplacisme ce que la biologie de Lysenko a été au stalinisme. Et les statistiques ont menti constamment, puisqu'on peut faire dire absolument n'importe quoi sur les chiffres. Les chiffres, on dit que le niveau montait à l'école et on se retrouve avec une école qui n'existe plus, qui est totalement effondrée. La sociologie a dit que la culture se répandait dans le pays et on se retrouve dans un pays totalement déculturé, qui ne connaît plus sa langue, qui ne connaît plus sa syntaxe, qui ne connaît plus son histoire, qui ne connaît plus sa culture et ses grands écrivains, ni sa musique. Je trouve donc en effet, j'assume le regard, non pas l'impression, mais le regard et la confiance en soi qu'il faut rendre à notre peuple. On leur a dit, ne vous faites pas confiance, je leur dis au contraire, faites-vous confiance. Et je dis, comme dans Michel Strogoff, regarde tous tes yeux et crois ce que tu vois et aie confiance en ce que tu penses, en ce que tu ressens. On a voulu voler à notre peuple non seulement son regard, mais sa confiance en soi, et la dignité de son expérience, y compris sa douleur. On lui a même discours de dénonciation de la sociologie. Nicolas, on commencera pas le mois de septembre comme ça. Non, je commencerai pas la saison comme ça. Un petit peu d'épistémologie, c'est bon. On relira Bachelard, il n'y a pas de souci. Nier les sciences. Philippe Randa. Puisqu'on en a fini avec lui. Ah oui, on va passer, il faut noter. Il y a peut-être des gens qui vont être d'accord avec vous quand même. Il faut que les autres s'expriment. Du complot, alors on laisse passer ça. Non, vous inquiétez pas. Puisqu'on en est au... C'est une question importante. Bah si. Grand remplacement, non, grande transformation. Mais ça, c'est vous qui le dites. On va laisser Renaud Camus là-dessus parce que ça répond derrière. Nicolas, ça répond à cette notion de complot que soulève Nicolas Gardner, souvent, forcément. Confondez pas Nicolas, s'il vous plaît. Non, je ne comprends pas.
Mais oui, j'aimerais revenir sur cette histoire de théorie du complot qui est absolument essentielle, parce qu'il y a une espèce de mécanique dans tous les débats auxquels j'ai jamais participé, ou à ceux auxquels j'assiste. Dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec quelque chose, s'exerce ce que j'appelle la théorie du complot, la théorie de la théorie du complot. On lui envoie de la figure théorie du complot, absolument gratuitement, sans aucune raison. Est-ce que vous avez lu une ligne de ce que j'ai jamais écrit? J'ai jamais. Mais est-ce que j'ai dit qu'il y avait eu un moment que des gens s'étaient mis dans une salle et décidaient qu'on allait changer le peuple? Je crois profondément que le remplacisme est un tout, qu'il est l'effet de grands mécanismes, que ça participe de la révolution industrielle et plus spécialement de la taylorisation, que le remplacisme s'exerce tout autant dans la ferme des 1000 veaux quand on fait des veaux qui sont des produits industriels remplaçables, c'est-à-dire des objets, c'est-à-dire transformer les choses, les êtres et les peuples en objets qu'on peut changer. Ça, je le crois très profondément, ça n'a absolument rien à voir avec une théorie du complot. Il n'y a pas un mot dans ce que j'ai écrit qui relève de la théorie du complot. Alors je suis un peu lassé que mécaniquement, chaque fois que j'ai... Oui, mais alors pourquoi dites-vous ça mécaniquement? Très bien, vous avez généré du complot. Vulgate. Et votre vulgate est celle-là. Bon, alors maintenant, ils ont changé, c'est la vulgate. La vulgate, c'est vous, alors c'est vous qui avez généré votre vulgate. Si vous n'êtes pas capable d'encadrer votre vulgate, je veux dire, travaillez sur votre vulgate. Parce que partout, tout le monde, ceux avec qui j'ai parlé de vous et de votre idéologie, de votre théorie, tous ont évoqué ces dimensions conscientes et construites. Et alors, c'est le complot de qui? Le grand remplacement, c'est voulu, c'est désiré. Il n'y a absolument rien. Cadrez votre vulgate. Il y a des gens qui ont intérêt. Ça vient su le faire. Des choses qui ne sont pas rien présentes. Ça date du début des années 80, il faut rappeler ça. D'ailleurs, j'aimerais, parce que vous avez évoqué le sujet, cette rhétorique de la porte ouverte est absolument insupportable. C'est-à-dire que sous prétexte qu'il y aurait des menus de substitution les jours où il y a du porc, derrière c'est Daesh, automatiquement. Est-ce que j'ai dit ça? Mais non, mais vous commencez à évoquer les dérives. Qui caricature là? Est-ce que je dis ça? Je parle pas de ça, je parle des revendications communautaristes. Ça va pour les horaires des piscines, ça va pour les médecins femmes qui ne veulent pas être auscultés par des médecins qui sont des hommes. Non, mais ça c'est intolérable. Et je ne prêterai jamais mon concours. Je ne prêterai jamais c'est sa mon liberté concours d'avocat. musulmane. Elle veut pas être auscultée par un médecin homme, c'est sa liberté. Après, si elle veut pas être auscultée, Où est le problème? si elle choisit son médecin librement, elle le fait. C'est à l'hôpital gratuit, à l'hôpital, il en est hors de gratuit. question. J'exige qu'il y ait du porc à la cantine. J'exige qu'il y ait du porc à la cantine. Mais qu'on ait chaque jour un menu alternatif. Ça va être pratique. Végétarien. D'accord. Ça ne me paraît pas si compliqué. Allez, vous êtes sur la position de Robert Ménard. Vous êtes sur la position de Robert Ménard, on a bien compris. Alors, Renaud Camus. Eh oui, ça c'est cadeau. Renaud Camus. Alors deux choses. D'abord, je remarque que notre ami qui plaide pour sa rigueur et pour sa cohérence intellectuelle utilise à l'égard de madame les mêmes arguments que contre moi. Non, en effet, vous n'avez pas dit ça, mais c'est sa vulgate, je suppose. C'est-à-dire, c'est pas vulgaire par son discours. Caroline Parmentier n'en a pas. C'est un honneur que je vous ai fait. Vous créez le pur fantasme et vous allez vous battre contre ces inventions qui sont votre création. Madame n'a pas dit ce que vous l'accusez d'avoir dit, et moi, je n'ai non plus jamais avancé ce que vous m'accusez d'avoir avancé. Si je puis me permettre de faire un tout petit détour, j'avais écrit jadis un livre qui s'appelait La campagne de France. Et la campagne de France, ça faisait allusion essentiellement à une campagne que tous les spécialistes de la chose militaire admirent infiniment. C'est la campagne de Napoléon en 1814, où Napoléon n'a gagné que des victoires. Et vraiment, d'un point de vue stratégique, objectif et détaché, c'est une campagne absolument admirable, laquelle se termine avec les Prussiens et les Russes à la barrière de Clichy. C'est un désastre total, mais on a gagné entre-temps que des victoires. Et je refuse d'entrer dans ces petites batailles. La petite semaine, on va se battre aujourd'hui pour la cantine à l'école, demain ça sera les piscines, la prochaine fois ça sera autre chose. Et tout ça, c'est le chemin absolu du changement de civilisation, du grand remplacement. C'est-à-dire du changement non seulement de peuple, mais bien entendu de civilisation, puisque l'un implique l'autre. Et je trouve que mettre le doigt dans ces petites batailles est déjà capituler et signer la défaite. Alors, vous êtes pour les menus avec porc, sans menu de substitution? Je suis pour la tradition française. Je suis pour poser, un peu comme l'avaient fait à un moment nos amis québécois, c'est-à-dire je pense qu'il faut établir ce qui appartient à notre culture, à notre civilisation, et considérer que ce qui n'y appartient pas
il n'a pas le droit de s'imposer en France. Pas le droit de s'imposer quoi? Tu veux